Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode en marge de l'histoire. Aujourd'hui, on va évoquer une femme extraordinaire de par son abnégation et sa volonté de vouloir rendre justice dans le monde. Elle a adopté plusieurs casquettes, elle a adopté plusieurs facettes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Venez avec moi et embarquons en marge de l'histoire. Krystyna Skarbek naît le 1er mai 1908 à Varsovie, en Pologne, alors province russe. Elle fait partie d'une famille aristocratique assez influente, nommée le clan Habdank, dont voici le blason. Cependant, la famille, confrontée à des difficultés financières, va décider de vendre la grande propriété et de retourner s'installer à Varsovie, où son père décédera peu après d'une tuberculose. Elle va enchaîner les petits boulots jusqu'au jour où elle va embrasser la carrière qui lui tendait les bras, celle dont je vais vous parler maintenant. Elle se marie pour la seconde fois avec un diplomate polonais. Et en septembre 1939, au moment où l'Allemagne décide d'envahir la Pologne, ils se rendent tous les deux à Londres. C'est donc dans une volonté de combattre l'ennemi allemand que Krystyna va décider de rejoindre les services secrets. Réticent dans un premier temps, les autorités britanniques vont néanmoins l'accepter dans leur corps, soutenu par un journaliste, Frederick Voigt, et contact de la Secret Intelligence Service, le service de renseignement extérieur britannique, pour lesquels elle travaillera durant de nombreuses années. Pour sa première mission, Krystyna va décider de retourner en Pologne. Elle va, tant bien que mal, essayer de persuader sa mère de venir avec elle à Londres. Cette dernière, refusant de quitter son pays natal, va finalement, quelque temps après, être arrêtée, puis tuée dans une prison, alors gérée par la Gestapo. Krystyna va donc prendre la route de la Hongrie, où elle va retrouver un ancien allié, Andrzej Kowerski, avec qui elle organise les missions des courriers polonais qui transportent des objets et documents de renseignement militaire entre Varsovie et Budapest. L'une des missions consistera notamment à faire passer en contrebande un fusil anti-char à travers les Tatras. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tatras représentent une chaîne de montagnes qui est à cheval entre la Pologne et la Slovaquie. Elle et Kowerski vont donc accomplir de nombreux actes de sabotage notamment. Ils vont fournir également des renseignements sur les déplacements du Troisième Reich en Pologne et en Hongrie. Cependant, en janvier 1941, Krystyna et Kowerski se font arrêter par la Gestapo, mais feignant les symptômes de la tuberculose, ils réussissent à se libérer. Fort de cette petite victoire, les deux agents décident de s'échapper de Hongrie à travers les Balkans et la Turquie pour gagner l'Égypte. En arrivant au Caire, ils se dirigent directement au bureau du SOE. Le SOE, Special Operation Executive, est un service secret britannique qui est créé en juillet 40 par Winston Churchill et qui est dissous en juin 46. Leurs opérations consistent notamment en un soutien des forces de résistance en Europe. Leur arrivée soudaine au Caire met cependant en défiance leurs supérieurs. Krystyna est soupçonnée pour deux raisons. D'abord, à cause des contacts avec un service de renseignement polonais appelé les Mousquetaires, mal vu des Britanniques et des Polonais en exil pour diverses raisons. On lui reproche aussi la facilité avec laquelle elle s'est évadée de Hongrie. Ils vont finalement être disculpés par le général Colin Gubbins, nommé chef du SOE en 1943. Ce qui va également aider Krystyna et le départ de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Dès lors, les renseignements transmis par les mousquetaires s'avèrent exacts. Mis provisoirement sur la touche, Kowerski et Krystyna décident de vivre leur idylle lorsque Krystyna annonce à son mari qu'elle est amoureuse de Kowerski. Pendant quelques années, ils restent au calme. C'est en 1943 qu'ils reprennent du service. C'est donc en France que Krystyna va accomplir ses exploits les plus célèbres. Parlant parfaitement le français, elle est affectée au SOE section française et prend comme nom de guerre Christine Granville. Krystyna aide en faisant la liaison entre les partisans italiens et le maquis français pour des opérations conjointes contre les Allemands dans les Alpes. Début août, elle réussit à établir un contact avec des conscrits polonais enrôlés dans les armées d'occupation allemandes en haute altitude. Après 2 jours de marche, elle persuade les Polonais de déserter, incitant les troupes allemandes sur place à se rendre.
Peu après, une réunion importante des cadres du SOE section F en France décide de se tenir près de Digne-les-Bains. Lorsqu'ils repartent, ils se font immobiliser par un véhicule de l'armée allemande. Après le contrôle de vérification d'identité, ils sont autorisés à repartir. Quelques instants après, c'est un autre véhicule qui les klaxonne, et cette fois, c'est un véhicule de la Gestapo. 4 SS les entourent, le chauffeur est autorisé à repartir, mais les 3 cadres de la section F du SOE sont emmenés à la villa Marie-Louise, siège de la Gestapo. Le lendemain de l'arrestation, le 13 août 44, Christina Skarbek va tout faire pour sauver le chef de son réseau. Elle enfourche sa bicyclette et part en direction de Digne. Elle se présente comme la nièce d'un marshal britannique et menace le gendarme de terribles représailles si les prisonniers venaient à être maltraités. De plus, elle propose 2 millions de francs pour les libérer. Promettant que la somme serait versée dès le lendemain, elle enfourne sa bicyclette et décide de repartir de là où elle vient, 40 km plus loin. Elle va essayer de contacter son agent de liaison à Alger et le lendemain, un appareil de la Royal Air Force parachute la rançon. C'est la plus forte somme versée par le SOE pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est également un des parachutages les plus rapides. 2 jours plus tard, le 15 août 44, c'est le début du débarquement de Provence. Le 16 août 1944, les 3 officiers sont finalement libérés. Plusieurs années après l'incident de Digne, Christina racontera à Londres à un autre vétéran polonais de la Seconde Guerre mondiale que pendant ses négociations avec la Gestapo, elle n'était absolument pas consciente du danger qu'elle encourait elle-même. Ce n'est qu'une fois qu'elle et ses camarades avaient réussi leur évasion qu'elle en a pris conscience. Qu'ai-je fait? Ils auraient pu me tuer tout aussi bien. À son retour de mission, la réputation de Christina retrouve son plus haut niveau. À partir du 21 novembre 1944, elle intègre les Women Auxiliary Air Force, les WAF. Elle est notamment la première et seule femme qui est promue officier au sein du SOE. Elle et Kowerski, qui devaient être largués en Pologne début 1945, ont finalement vu leur mission avorter en raison de la capture par les soviétiques de nombreux d'entre eux. Sa mission au sein des WAF prend fin le 14 mai 1945. Après la guerre, les autorités britanniques traînent à lui accorder la citoyenneté. Elle ne lui sera accordée qu'en décembre 1946, date à laquelle elle adopte alors définitivement son nom de guerre, Christine Granville. Cette année-là, elle divorce de son second mari et s'éloigne finalement de Kowerski. En 1952, le 15 juin pour être précis, au Shelbourne Hotel, dans le quartier d'Earls Court à Londres, elle est poignardée par Dennis George Muldowney, celui-ci étant un ancien steward dans la marine marchande qu'elle avait rencontré sur un navire et dont elle avait repoussé les avances. Elle meurt finalement quelques heures plus tard d'une hémorragie interne. En 1971, des investisseurs polonais décident d'acquérir le Shelbourne Hotel. Dans un des coins reculés de l'hôtel, on retrouve sa malle contenant divers documents, mais également son poignard du SOE. En 1988, elle est finalement enterrée avec son ami de toujours et compagnon, Andrzej Kowerski. Pour finir, j'aimerais citer Rosa Parks, qui a dit « Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une personne soucieuse de liberté, d'égalité, de justice et de prospérité des peuples. » Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous plaît. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau En marge de l'histoire. Prenez soin de vous et à très vite.